Jacques Rodet, tout le monde vous connaît à partir du moment où on s'intéresse un peu aux questions de tutorat, car vous en êtes le porteur, vous le mettez en avant. Qu'est-ce qui vous a conduit finalement à la fois prendre conscience de ces nécessités de tutorat il y a déjà assez longtemps, et qu'est-ce qui vous a ensuite motivé pour finalement valoriser cette question-là sur toutes les démarches pédagogiques? Alors, l'origine de mon intérêt, il est lié à mon parcours d'apprenant à distance. En fait, j'ai découvert cette modalité en étant moi-même apprenant à distance auprès de la Téléuniversité du Québec. Et j'ai eu justement des interactions très fournies, très riches, très formatives, avec des tuteurs qui étaient renommés, chargés d'encadrement, mais c'était exactement ces fonctions-là qu'ils assumaient. À la suite de cela, j'ai participé à la mise en place d'un système de tutorat par les pairs, toujours à la Téléuniversité du Québec. Et quand j'ai fini mes études, il m'a semblé intéressant que cette dynamique qui était vraiment fondée sur la mutualisation des pratiques des différents tuteurs puisse se continuer dans un autre cadre. Et c'est à ce moment-là que j'ai lancé TAD et que j'ai commencé à réfléchir et puis à tirer aussi de ma pratique peut-être quelques modèles, en tous les cas quelques essais de conceptualisation. D'accord. Alors, en conceptualisant tout cela, bien sûr, après, on a une tendance à avoir établi un modèle qu'on essaye d'appliquer au maximum. Oui. Est-ce que vous constatez quand même, dans certaines situations, que le tutorat n'est pas forcément le mode d'accompagnement adapté? Et est-ce qu'il y a des exemples où, non, il n'y a pas lieu finalement à tutorat? Ah oui, il y en a, effectivement, notamment lorsqu'on considère le e-learning comme des outils adaptés simplement à la transmission d'un message. C'est-à-dire dès lors qu'il n'y a pas d'enjeu de formation, mais qu'on utilise les outils multimédia qu'on utilise aussi en e-learning au service de la transmission d'un message, qu'on va valider, dont on va valider la réception à travers un petit quiz, là, il n'y a pas besoin de tutorat, on est tout à fait d'accord. Dès lors qu'on vise le développement de compétences, des objectifs pédagogiques tout à fait précis, eh bien, on s'aperçoit que lorsqu'il n'y a pas de tutorat, on n'arrive pas à rejoindre ou à faire réussir l'ensemble des apprenants. Alors certains ont besoin de beaucoup moins de tutorat que d'autres, mais c'est une réalité, là il y a vraiment nécessité. On pourrait dire aussi que plus les dispositifs sont autoportants, c'est-à-dire que les ressources suffisent à elles-mêmes. Et là-dessus, je dois dire que les concepteurs sont souvent confiants dans l'autoportance de leurs ressources. Eh bien, il y aura moins besoin de tutorat. Par contre, on peut aussi avoir des cours, par exemple, à contenu quasiment vide, où il va être construit. Eh bien, là, il va falloir effectivement beaucoup d'accompagnement, beaucoup d'interaction. D'accord. Alors, vous avez dit deux choses qui me semblent importantes. Vous avez lié finalement formation et tutorat. Ces deux notions semblent en effet très liées. Et puis, vous avez parlé de faire réussir tout le monde. On est dans un colloque qui s'intitule « Réussir en e-learning », mais est-ce qu'il faut avoir pour objectif de faire réussir tout le monde? Est-ce que l'échec ne fait pas aussi partie de la formation? Disons que ça peut être une étape, mais l'objectif au final, c'est quand même bien que les personnes puissent atteindre leurs objectifs. Alors bien évidemment, pour certains, le parcours va être plus long. Et je dirais que les tuteurs ont certainement des obligations de moyens à mettre en œuvre. Il est difficile de leur demander d'avoir des obligations de résultats, puisque c'est quand même une relation dans laquelle l'engagement de l'apprenant doit être effectif, autrement ce n'est pas possible. D'accord. Et alors, vous dites tutorat, c'est de la formation, ou la formation, c'est du tutorat aussi. Vous n'avez pas de problème avec les enseignants? Ils ne vous détestent pas, disant les formateurs, désormais, ce sont les tuteurs, et nous, enseignants, on n'existe plus? C'est-à-dire que c'est une représentation de leur professionnalité qui est très centrée sur la maîtrise d'un savoir et sur la transmission de celui-ci. Alors qu'effectivement, la posture tutorale, elle est beaucoup plus centrée sur le processus d'apprentissage et sur l'aide qu'on peut amener à un apprenant pour s'investir dans ce processus. Alors c'est vrai que ça change beaucoup les représentations, et des résistances, il y en a forcément, et puis elles sont, je ne dirais pas qu'elles sont légitimes, mais en tous les cas, elles sont tout à fait compréhensibles. On ne change pas les mentalités, les savoir-faire comme cela, ça demande à minima de la conduite du changement, portée aussi par les institutions.
Voilà, alors, vous en avez évoqué une institution qui vous a initié finalement au tutorat, c'est la TELUC. Le Québec et le Canada connaissent, eux, un statut de tuteur, Oui. pas finalisé complètement, mais en tout cas plus peut-être que chez nous, où on ne sait pas bien comment positionner le tuteur. Alors, est-ce que vous êtes militant pas forcément complètement actif, mais en tout cas pour l'établissement d'un tel statut pour bien identifier ses fonctions dans l'ensemble des acteurs de la formation? Alors je dirais qu'il faut déjà relativiser la réalité du statut de tuteur au Québec, hein, notamment. Dans le Canada anglophone, je connais assez mal. Mais au Québec, il y a des tuteurs qui sont un peu comparables à ce qui se passe en France, hein. Par contre, c'est vrai qu'à la téléuniversité, c'est non seulement un métier repéré, puisqu'il y a une convention collective. Il existe même un syndicat des tuteurs, hein, qui a eu des actions revendicatives dans le passé, encore aujourd'hui. Il faut dire aussi que peut-être que derrière la notion de syndicat, c'est pas exactement le même type d'organisation au Québec et en France. Par exemple, le syndicat des tuteurs de la Téléuniversité du Québec est aussi chargé de la formation continue de ces tuteurs, leur professionnalisation. Alors en France, c'est une fonction seconde. Alors est-ce qu'il faut militer pour l'émergence d'un statut ? Moi je dirais que j'ai un peu évolué par rapport à ça, hein. Au tout début, enfin une bonne douzaine d'années, je pensais qu'effectivement il y aurait un métier qui émergerait. Je pense qu'aujourd'hui il faut plutôt l'entendre soit comme une fonction seconde ou même plus fondamentalement comme l'évolution de la professionnalité d'un formateur ou d'un enseignant. Et peut-être que dans certaines structures, je pense par exemple au CNED, hein, où on pourrait avoir l'émergence de tuteurs, on en est resté à des correcteurs, pas à des tuteurs. Il pourrait y avoir effectivement un métier identifié. Mais enfin, vous pouvez chercher dans le ROM, répertoire officiel des métiers, aujourd'hui, tuteur n'existe pas, et je pense qu'il n'est pas prêt d'y être intégré. Bien, c'est entendu. Merci Jacques Rodet. Merci bien.